Emma, heureux de t'avoir aujourd'hui dans le cadre des topos de l'acheteur. Normalement, on va passer environ une demi-heure ensemble de partage, de petites histoires, le genre d'histoires Ok. qu'on ne raconte pas souvent dans le cadre du boulot. Bah, Pourquoi super, on a merci beaucoup fait, de me recevoir. alors pourquoi on a fait ce type d'interview? Il faut commencer par parler du topo des acheteurs. Le topo des acheteurs, c'était une initiative qui avait pour but de permettre aux acheteurs d'échanger, de plus globalement aux acteurs de la chaîne d'approvisionnement d'échanger, parce qu'on s'était rendu compte qu'on se retrouvait souvent seul dans notre métier, qui, il faut le reconnaître, dans certains environnements sont un nouveau métier. Les gens comprennent pas trop à ça consiste concrètement, qu'est-ce qu'ils font, quel est l'impact qu'on a sur le business. Deuxièmement, il fallait permettre aussi aux acheteurs et aux acteurs d'échanger entre eux, partager des expériences. Tu as des aînés qui sont déjà passés par des problèmes que tu rencontres, qui les ont résolus, changer. Un autre objectif aussi de networking, c'est important de rester ensemble, pouvoir partager des tips, des opportunités. Et après, pour moi, ce qui est le plus simple, c'est des moments humains. Le travail est certes professionnel, mais après, il faut encourager aussi le contact humain, discuter, échanger, parce que ça peut servir aux autres. Globalement, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a créé le topo des acheteurs. Alors, moi qui je suis pour parler de tout ça, je suis Langue Agile Vivien. Je suis spécialiste de la performance opérationnelle, certifié en supply chain management. Je suis très passionné de digital et aujourd'hui, je me retrouve en train de travailler sur des projets d'automatisation, automatisation des processus opérationnels, automatisation des systèmes de vente. J'adore vraiment travailler avec des personnes qui n'ont pas peur de sortir des sentiers battus. Tu vois, quand c'est tout carré, souvent on a du mal à innover, à laisser sortir des choses. Alors, je serais vraiment à l'aise avec ce type de personnes-là pour relever les challenges parce que ce qui nous anime aujourd'hui, c'est vraiment les challenges. Il y a beaucoup de choses à faire et il faut pouvoir avancer. Donc, comme je disais, on a une demi-heure ensemble. Le topo, c'est vraiment un échange, un partage. J'aime pas trop question-réponse. Non, c'est pas question-réponse. C'est vraiment un partage. Consiste à savoir qui tu es, ce que tu fais au quotidien, comment tu as fait pour te retrouver dans ton métier, les grosses difficultés, cas concrets que tu as dû gérer, comment est-ce que tu as fait pour gérer ces difficultés, les résultats que tu as obtenus, et après, en termes de perspective, comment tu vois l'évolution du métier et comment tu vois l'impact sur micro par rapport au business dans lequel tu te trouves en termes d'entreprise et éventuellement même macro par rapport à l'environnement économique. Plus globalement, après, si tu as des tips, des assets, des insights, des techniques, des astuces que tu pourras partager avec nous parce qu'il faut noter que on est sur YouTube et il y a un groupe qui s'appelle l'Association camerounaise des acteurs de la chaîne d'approvisionnement qui, dans les prochaines sessions, lorsqu'on aurait un peu rodé le système, ça serait plus interactif. Donc, on pourra échanger juste pas toi et moi, mais avec deux ou trois personnes, soit sur une thématique, soit chacun sur un point précis avec un temps de parole. Donc, moi, Ok, quand j'ai super. fini ça, je vais te laisser te présenter et peut-être directement l'histoire derrière, comment tu fais pour te retrouver là. Et c'est encore un plaisir. Un plaisir partagé. Mm, super. Alors, je t'écoute. Nous t'écoutons. Il t'écoute. Ok, bah déjà, merci de me recevoir. Donc moi, je suis Emma Dangang. J'ai 27 ans. J'ai un parcours globalement assez classique. J'ai commencé par un bac ES. Après, j'ai fait une école de commerce en post-bac. Donc le BBA, le Bachelor in Business Administration de l'EDEC Business School. C'est un programme en 4 ans. J'ai fini par un stage de fin d'études au sein du groupe Média Trace.
Ok. Donc déjà, premier point d'accroche, on va dire, avec les médias. Voilà. Donc je suis restée là-bas 6 mois en tant qu'assistante commerciale et marketing. Donc je faisais principalement du marketing. Moi, à la base, j'ai vraiment une formation marketing. À l'EDEC, j'ai commencé par une spécialisation marketing. Ensuite, j'ai poursuivi sur une spécialisation e-commerce, e-business. Et à la fin de mon stage de fin d'études, j'ai choisi de faire un master 2 à l'école des médias et du numérique de la Sorbonne, donc toujours dans les médias. Et c'était un programme en alternance. Donc du coup, j'ai continué dans le suivi de mes missions chez Trace. Voilà, toujours pareil, assistante marketing et communication. Là-bas, je faisais beaucoup de community management. Voilà, donc gestion des communautés, gestion des réseaux sociaux. Et je faisais aussi beaucoup de gestion des partenariats. Donc avec différentes entreprises, on a fait des partenariats notamment avec McDo ou avec Orange pour sponsoriser des émissions en fait de Trace. Ok. Voilà, à la fin de mon alternance, ça se passait très bien, donc ils m'ont encore gardé. J'ai fait un CDD là-bas d'à peu près 1 an, on va dire. Et en fait, quand j'arrivais au bout de mon CDD, je commençais un peu à vouloir aussi voir autre chose. J'ai passé presque 2 ans et demi chez Trace, donc c'était une bonne expérience. Et en fait, j'ai été contactée par un chasseur de tête qui recherchait une acheteuse média pour travailler en agence média. Mhm. Donc moi, c'était un univers que je connaissais pas vraiment parce que le métier d'acheteur média, bon, après c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'on nous en parle très peu. Ouais. Alors, moi, j'ai fait 4 ans d'école de commerce et après j'ai fait même un master qui s'appelait quand même dans une école qui s'appelle quand même école des médias et c'est vraiment un métier dont on nous a jamais parlé, qu'on nous a jamais présenté. Ouais. Donc c'était un peu comme une découverte pour moi. Et en vrai, même pendant mon parcours scolaire, j'ai toujours voulu avoir une expérience en agence. J'ai postulé pendant mes stages plein de fois pour travailler en agence et j'ai jamais été pris pour plein de raisons. Et bon, ça s'est pas fait, c'est comme ça. Mais du coup, quand on m'a contacté pour ce poste-là, je me suis dit, bah pourquoi pas, ça me fera au moins cette première expérience agence que je veux depuis longtemps maintenant. Et ça me fait découvrir un autre univers. J'ai passé 2 ans et demi chez Trace, donc le côté média, je le connais quand même un minimum et c'est un univers qui me plaît. Parce que moi, j'ai toujours été passionnée depuis que je suis petite par le monde du divertissement, le monde des médias, Ouais. la musique notamment. Voilà, donc du coup, c'est tombé à point, on va dire. Et c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée à faire ça, à être acheteuse média. Et donc là, je travaille dans une agence, donc c'est une petite agence vraiment à taille humaine qui s'appelle Efficio Group. Et ça fait 3 ans et demi que je suis là-bas et que j'y travaille en tant qu'acheteuse média. Super. C'est vraiment un parcours atypique avec plusieurs trajectoires. Et finalement, tu atterris après ton école de commerce, après ton master. Dieu Ouais, merci, tu es exactement. quand même dans ta passion. Quand même n'est pas réducteur, hein. C'est pour dire que par rapport au schéma, au circuit que tu as, école de commerce, un master, c'est classique, des stages, tu postules, tu n'arrives pas à avoir de position, mais finalement, tu te retrouves quand même. Du coup, acheteur média, et qu'est-ce qu'il fait l'acheteur média au quotidien? C'est une très bonne Ou question. qu'est-ce qu'il achète En fait, principalement? ouais, alors, ce qu'il achète, c'est des espaces publicitaires, du coup. Mhm. En fait, moi, ma mission principale au quotidien, c'est vraiment de piloter et de gérer les campagnes médias de mes clients vraiment de A à Z. Donc ça passe vraiment tout d'abord, enfin, si on prend un peu dans l'ordre chronologique, depuis le brief avec le client, que ce soit juste pour un brief parce qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent faire ou même parfois un accompagnement stratégique. Donc là, on met vraiment en fonction des enjeux des clients sur l'année, par exemple. On va vraiment travailler toute une stratégie média pour l'accompagner au mieux et qu'il arrive du coup à avoir un bon retour sur investissement et à accomplir tous ses objectifs de l'année. Ok. Et ensuite, après le brief, du coup, on fait des recommandations stratégiques, recommandations médias. On conçoit vraiment avec notre client un plan média, tout simplement, qui est souvent plurimédia et qui peut être aussi pas forcément que sur un seul marché. Moi, je travaille beaucoup à l'international, donc ça veut dire que je ne fais pas que oui, ce que j'ai pas dit quand je me suis présentée, c'est que moi, je suis basée en France, à Paris, et donc Mhm. du coup, je ne fais pas que des plans médias pour la France, je travaille vraiment à l'international. Voilà, donc du coup, une fois qu'on a fait nos recommandations et qu'elles sont validées par le média,
par le client, pardon. Là, on contacte tous les médias, on négocie avec eux des espaces publicitaires. Moi, j'achète aussi bien, c'est très 360, j'achète aussi bien des pages de pub, par exemple, dans des magazines, que des panneaux publicitaires, que de la publicité sur les réseaux sociaux. Parfois, on va faire aussi des campagnes d'influence. Enfin, c'est très, très, très large et diversifié. Super. Et donc, tous ces espaces publicitaires où nos clients qui, du coup, sont annonceurs vont pouvoir communiquer, du coup, moi, je les négocie avec les médias pour pouvoir trouver le meilleur prix pour mon client, le meilleur emplacement également pour mon client. En plus, ce que j'ai pas précisé, c'est que moi, l'agence dans laquelle je travaille, vraiment notre cœur de métier, c'est les maisons de luxe et les marques premium. Ok. Donc, je travaille qu'avec des clients assez exigeants. Et par exemple, si j'achète une page dans un magazine, ils vont pas vouloir être placés tout à la fin du magazine où personne ne va jusqu'à la fin et ne va arriver à voir leur pub en fait. Donc Ouais, du coup, il y a plein de petites choses, plein de petits paramètres à bien avoir en tête et à bien regarder pour toujours proposer la meilleure proposition de valeur tout simplement pour nos clients. Donc voilà, donc après toute cette partie négociation, on présente aux clients notre proposition, ils acceptent ou pas, on renégocie avec les médias. Une fois que tout le plan est validé, il y a aussi une grosse partie gestion de projet pour bien s'assurer du côté du client comme du côté du média que tout se passe bien, que tous les éléments aussi sont rendus à temps. Dans la publicité, il ne faut pas juste négocier l'achat d'espace vraiment publicitaire en tant que tel. Après, il y a tout le suivi qui va derrière. Envoyer donc les bonnes spécificités techniques pardon, au client, qu'il envoie les bons visuels, que ce soit le bon format, etc. Parfois, il peut y avoir un peu des allers-retours à ce niveau-là. ouais, Et après, la campagne est lancée. Il faut du coup bien tout de suite récupérer tous les justificatifs, envoyer au client pour qu'il puisse voir sa campagne. Suivant ce qu'on fait, c'est pas toujours, ça peut ne pas être toujours tangible, donc il faut lui donner un maximum d'éléments pour qu'il puisse se rendre compte de l'impact de sa campagne tout simplement. Voilà, une fois que la campagne est lancée, qu'elle est finie, etc., il vient tout ce qui vient derrière le report, tout ce qui est reporting. Donc là, on regarde tous les indicateurs, on essaye d'avoir des éléments le plus chiffrés possible pour que le client puisse aussi se rendre compte de son impact tout à fait en et termes de qu'il voit son résultats. retour sur investissement en fait. Mhm. Ouais, super. Voilà, c'est à peu près ça mes missions. Et après, il y a aussi tout le côté administratif. Parce que quand on achète des espaces médias, en fait, rien que l'acte d'achat fait qu'il y a derrière, il y a des bons de commande, il y a des devis, il y a des factures, tout Ouais. ça, il faut le traiter. Mhm. Du côté média, mais aussi du côté client, parce qu'après, moi, je facture mes clients des campagnes qu'on fait avec eux. Et aussi tout ce qui est gestion de budget, parce que je travaille, du coup, comme j'ai dit, avec parfois des grandes marques dans des grands groupes, Ah, parfois aussi des marques indépendantes. On a des budgets plus ou moins importants à gérer qui peuvent parfois aller jusqu'à plusieurs millions et qui sont gérés, c'est pas forcément qu'un budget France, comme je disais tout à l'heure, ils sont gérés mhm. sur plusieurs continents. Donc il faut être assez carré dans la gestion des budgets des clients. Ah, ok. Voilà, et je crois que j'ai fait à peu près le tour de mes missions, mais c'est assez complet, on va dire, Non, comme tâche au quotidien. tu as exactement décrit le process et je pense que ceux qui nous regardent vont vite comprendre. Déjà, merci pour le partage de ces informations. Moi aussi, j'apprends en même temps, acheteur média. Je t'avoue que pareil pour moi, hein, c'est quelque chose qui m'était inconnu. Après un certain temps dans les achats, en commençant par la fin, j'ai noté qu'il y a vraiment cet aspect de rigueur budgétaire, de la négociation où il faut tout loger dans les budgets que tu as, le devoir de pouvoir avoir plusieurs interlocuteurs de cultures différentes, parce que comme tu dis, c'est pas juste à Paris, c'est pas juste en France. Cet aspect administratif qu'on connaît tous, et puis principalement pouvoir trouver les meilleures conditions non seulement pour tes clients, mais aussi pour tes partenaires. Parce qu'on imagine que tu as plusieurs partenaires et il faut aussi être capable de les gérer tous. Donc là aussi, c'est de la gestion de la relation fournisseur. Ça, c'est vraiment puissant ce que tu me dis. J'ai envie de savoir, est-ce que dans ton
travail, tu as des grosses douleurs, vraiment un gros problème auquel où tu fais face et ou alors des difficultés au quotidien. Mais alors la Alors, douleur, la grosse. alors une grosse douleur, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'en ce moment, on fait face à une grosse difficulté. Et ça, c'est bah, le monde des médias en général. Ok. Donc tous les médias et du coup aussi toutes les marques. En fait, c'est un problème qui découle des problèmes des marques. Mais je pense que, enfin, ça va pas être une découverte. On vit dans un monde qui est quand même un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont instables, incertaines. Du coup, pour les marques aussi, bah, parfois pour elles-mêmes, il y a des choses qui sont parfois instables, incertaines. On a eu par exemple la crise du Covid qui a bousculé pas mal de choses. Et il y a Mhm. des pays aujourd'hui, même en 2025, où on pourrait se dire le Covid c'est un peu derrière nous, qui ne se sont pas encore vraiment relevés. Je pense à la Chine par exemple. Pour les marques de luxe, la Chine c'est vraiment un marché énorme. Et là, on se rend compte que même 5 ans après, la Chine ne se relève pas. Qu'on croise les doigts, on espère que ça va revenir bientôt. Mhm. Mais pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Et ça impacte énormément les marques. Ce qui fait que bah, elles ont moins de budget qu'elles en avaient auparavant Ok. et que bah, forcément, il y a des coupures budgétaires. Et généralement, dans les entreprises, la première chose qu'on coupe, c'est globalement le marketing et la communication. Ouais. Ce qui fait que pour nous, bah, c'est moins de budget, moins de campagne. Et donc, du coup, ce qui est un point aussi positif dans le sens où ça nous pousse à nous challenger, ça nous Ouais. pousse à être plus créatifs dans les solutions en fait qu'on peut apporter à nos clients. Ça nous pousse à travailler avec les médias, à repenser bah, des nouvelles approches, des nouvelles choses qu'on peut mettre en place pour quand même trouver des choses innovantes et intéressantes à proposer à nos clients pour quand même les pousser à communiquer. Parce qu'une marque aussi a besoin de communication et a besoin d'être visible pour Ouais. arriver à ses objectifs pour vendre, etc. Est-ce que tu veux partager avec nous une de ces solutions-là, cette adaptation qui vous permet quand même de pouvoir apporter des solutions aux clients? Oui, alors il y a plusieurs choses. Alors déjà, dans les médias, en ce moment, ça bouge énormément, notamment avec l'intelligence artificielle, dont un peu tout le monde Ok. parle dans tous les secteurs, mais qui bouscule un peu des choses. Voilà, donc moi, je sais que par exemple, dans mon agence, pour pouvoir aider nos clients, euh, on a essayé de se diversifier un peu. Et en fait, on a un peu été chercher et sourcer des nouveaux partenaires qui ne font pas forcément que du média. Ok. Et donc, on a aussi trouvé maintenant des petites agences avec qui on accompagne nos clients sur des nouveaux besoins qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est un Ok. peu développé. Par exemple, maintenant, on travaille avec une agence qui propose des prestations de RH, donc pour accompagner sur de la formation ou Mhm. alors sur des recrutements complètement. On travaille, en parlant d'IA, avec une autre agence qui vraiment propose des brand content donc des vidéos en intelligence artificielle ou avec de la 3D. Mhm. Donc on essaye de créer tout un petit écosystème de nouveaux acteurs, de nouveaux Ok. partenaires qui peuvent répondre à des nouvelles aussi problématiques de nos clients. Et parce qu'on a de plus en plus de clients qui nous disent bah, le média, c'est super, mais moi, j'arrive à un plafond de verre à un moment où je vais avoir beau communiquer plus, je vais pas Mhm. forcément avoir plus de ventes. Donc, j'ai besoin d'utiliser mes budgets pour faire d'autres choses. Et Mhm. donc, nous, on essaye de les accompagner dans cette mouvance-là. Et comme je disais tout à l'heure, les médias, ça bouge très très vite. On peut vite se trouver dépassé, donc c'est vraiment important pour nous et essentiel si on veut toujours être dans la satisfaction du client, bah de toujours être en recherche et à l'affût de toutes les nouvelles choses qui arrivent parce que ça arrive très vite. Il y a toujours des nouvelles choses, quoi. Ce qui rend en vrai le métier assez passionnant. Ouais, c'est super. Là, je vois la puissance de l'IA qui permettra de gagner du temps, d'aller bien plus vite et de pouvoir justement partir sur d'autres besoins que peuvent avoir les clients. Une stratégie de diversification qui fait entrer d'autres acteurs plus larges Oui. pour pouvoir permettre aux clients justement de tirer le meilleur parti de ses budgets et de l'accompagner même dans la réduction et vu qu'on est tenu par la rigueur budgétaire, ça te permet effectivement d'apporter une solution à ton client qui rentre dans son budget,
et qui va bien plus loin que ses attentes. Parce que j'imagine que vous, dans le marketing, spécialement en agence, un enjeu déterminant, c'est de donner plus au client, plus qu'il attend. Et ça, c'est vraiment super, Complètement. vraiment intéressant. On voit combien l'achat peut transiter avec et la communication et le marketing et faire intervenir d'autres acteurs. Tu as parlé des RH qui fait des formations, qui fait des recrutements, des personnes aussi qui font dans la création, les visuels, les vidéos notamment, justement avec l'IA et aussi avec la 3D. J'imagine que tout ça, c'est souvent frustrant. Qu'est-ce que ça t'amène souvent? Est-ce que tu as déjà eu à challenger une frustration par rapport à ça et comment ça se fait généralement pour passer au-delà, pour aller de l'avant? Alors, frustration, je sais pas si c'est le terme. Après, oui, il y a des fois des choses pour plein de raisons, des campagnes qu'on aimerait faire, qu'on ne peut pas faire parce que les échéances ne correspondent pas ou parce que bah, il n'y a pas le budget pour ou plein d'autres choses. Ouais. Et ce qui est souvent le cas. Et au final, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça nous pousse à être plus créatifs Mhm, et à penser un peu out of the box, c'est ce que tu disais tout à l'heure au tout début quand tu te présentais un peu, mhm, et à trouver en fait et à réinventer des nouvelles choses. Parce qu'en vrai, il y a pas vraiment de limite en fait à ce qu'on peut faire avec un média et à comment on peut communiquer et à mhm. qu'est-ce qu'une marque peut dire en fait d'elle-même. Donc il suffit juste d'y réfléchir et de trouver bah, les bons canaux et les bons messages en fait à transmettre aux personnes. Ok, d'accord, super. On reste dans une optique et dans une logique de créativité jusqu'au bout. On communique bien plus et on fait intervenir des acteurs externes qui eux aussi qui peuvent contribuer à apporter des solutions. Si tu aurais deux ou trois astuces à partager avec un acheteur média, ce serait quoi pour que le gars soit au top performant? Des astuces, des petits conseils, je sais pas, je pense qu'il y a une chose qui est importante en amont même des achats, etc., quand on travaille avec des clients, c'est de bien connaître son client, de bien comprendre ses besoins, de bien comprendre ses enjeux pour l'année, Mhm, ce qui permet en fait de prendre un peu de hauteur et de pouvoir penser une stratégie et un plan média qui collera le plus possible à ses attentes. ouais. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, on est partenaire des clients, évidemment, parce qu'on est à leur service, Mhm, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on est partenaire des médias. Le mhm. but, c'est de aussi trouver des arrangements qui seront win-win-win pour et le Équilibré. partenaire média, exactement, et pour nous, et bien sûr pour le client. Donc ça, c'est une deuxième chose qui est très importante et qu'on oublie parfois. Et que après, le dernier conseil que je pourrais donner, je sais pas si c'est vraiment un conseil, mais dans la négociation, il y a plein, en fait, il y a plein de leviers qui peuvent être utilisés pour négocier. Le seul levier qui existe, c'est pas juste le prix, par exemple, c'est pas juste les budgets ou les prix des espaces, etc. Mhm. On peut négocier le prix, mais on peut aussi demander plein d'autres choses. On peut négocier des gratuités pour certaines choses, des jours de campagne en plus, ou des meilleurs emplacements, comme j'expliquais au début, si c'est un Mhm. magazine ou etc. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être étudiées. Et le but, c'est toujours de trouver bah, le deal parfait qui arrangera les trois personnes qui sont concernées en fait en campagne. Ouais, je vais rester sur le deal parfait. C'est comme un maestro, un chef d'orchestre. Tu as plusieurs Exactement. acteurs avec des profils différents et tu dois tout mettre en musique. D'un côté, tu as ton partenaire média, de l'autre côté, tu as ton client. Des fois, tu te retrouves au milieu. Tu dois bien comprendre le client, bien comprendre quel est son besoin et après pouvoir, comme tu as dit, te positionner sur l'année en termes de négociation aussi. Super, ça c'est vraiment intéressant ça. Je crois que peut-être que dans une autre vie, je pourrais me reconvertir à ce niveau. Ah oui. Alors, super. Et pour terminer, comment tu vois ce métier d'acheteur média, buyer média, comme on dit bien en anglais?
demain, dans les moyens termes, genre 3 ans, et qu'est-ce que tu pourrais faire comme recours à un acheteur? Moi, j'ai introduit, par exemple, que je voudrais me convertir. Tu me ferais quoi comme recours? Ok. Alors, dure question. Au court terme, l'acheteur, bah, je le vois comme il est déjà. Je pense que c'est plus les acteurs qui vont se renouveler que le secteur en lui-même. Après, effectivement, c'est un secteur qui bouge beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y a toujours des nouvelles choses. Donc, c'est Mhm, important pour les acheteurs de rester au devant, de bien faire leur benchmark, de bien être à l'affût de toutes les nouvelles technologies, toutes les choses qui sortent. Voilà, je pense que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut aussi, qu'il va falloir que là, dans un premier temps, que les acheteurs aussi un peu se renouvellent et puissent trouver toutes les petites combines pour pouvoir mhm. bah, accompagner au mieux leurs Les clients. clients. Parce que je ne sais pas si les choses vont s'améliorer. Je ne suis pas sûre que économiquement, que d'ici 3 ans, économiquement, beaucoup de choses auront changé. Mhm, Et bah, par contre, les problématiques des marques changent. Les problématiques des marques, bah, on va pas se mentir, hein, enfin, l'argent, c'est quand même le cœur, le nœud de la guerre. Donc, mhm. il faut être toujours plus créatif. Et c'est ça, je pense que ce côté créativité, on l'entend pas beaucoup dans le métier des achats, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer un maximum. Ah, ok, super, parfait. Se C'est, développer, se ouais. réinventer, se maintenir en veille pour observer les tendances et le marché. Et après, rester dans cette logique de suivre toujours le besoin, le client, et pourquoi pas anticiper même avec le client sur ses besoins futurs en fonction des tendances du marché. Alors, on peut pas se séparer comme ça sans que tu me partages avec nous une situation que tu as vécue, un cas concret que tu as vécu et éventuellement comment tu as résolu. Ce serait la dernière et après. Ok. Alors là, comme ça, tu me poses la question. J'ai une situation particulièrement qui me vient en tête. Ok. Il y a quelques années, pour un client, c'est une marque horlogère d'un très grand groupe. Ils avaient une campagne qui lançait en Chine. En fait, ils avaient négocié un nouveau deal avec un nouvel ambassadeur. Donc, c'était Ok. en plus une personne très connue et tout en Chine. Et donc, on a travaillé avec eux leur plan média vraiment à 360 pour leur nouveau lancement de leur nouvelle campagne avec ce nouvel ambassadeur. On a fait plein de choses. On avait prévu du print, on avait prévu du digital, donc sur des sites spécialisés, etc. On avait prévu des choses aussi avec des influenceurs. Et on Mhm. avait prévu toute une campagne d'affichage, principalement en affichage digital, donc des énormes screens, parce qu'en Chine, il y en a un peu partout. Et contrairement à, par exemple, en France, c'est très, enfin, la publicité d'affichage notamment est très réglementée, Mhm. notamment pour l'affichage digital. Bah là, c'était pour le coup, enfin, une énorme campagne avec plein d'énormes screens Wow. vus par genre 15 millions de personnes par jour dans tout le Wow. pays. La chose qui est un peu spéciale en Chine quand on achète des panneaux publicitaires, Ok. et ça, c'est vraiment écrit dans tous les contrats qu'on signe avec les partenaires médias en Chine, c'est que en cas de force majeure, enfin dans les cas de force majeure en tout cas, il peut y avoir le gouvernement qui réquisitionne Wow. certains espaces publicitaires. Et là, ça n'a pas loupé. Donc là, on était vraiment sur une énorme campagne avec un budget vraiment énorme. Et on a le gouvernement qui a réquisitionné plusieurs des écrans qui étaient prévus pour cette campagne-là. Et ça, on l'apprend vraiment même pas 2 semaines avant le début de la campagne. Alors que c'est prévu depuis tous les espaces sont achetés, bookés depuis des mois à l'avance. Donc c'est un peu la panique d'un coup. Ouais. Bah parce que du coup, le média nous appelle, on se demande comment on va faire, on est obligé de prévenir la marque. Eux, c'est leur plus grosse activation de l'année. Ils attendent ça, ils l'ont préparé depuis des années. Les négociations avec l'ambassadeur, etc., ça a été un peu musclé. Ils étaient hyper contents de l'avoir, hyper contents de pouvoir bah, communiquer dessus. Et puis, il n'y avait pas que l'affichage. Là, tout commençait en même temps, vraiment un coup un peu de masse.
Bref, donc du coup, bah, on est obligé de trouver en dernière minute une solution. C'est dans ce sens-là que je dis aussi que les médias sont au même titre que les clients, nos partenaires, parce que quand il y a ce genre de problème, et des problèmes, il peut y en avoir plein pour tout type de campagne et pour tout type de raisons, bah, les médias aussi jouent le jeu et nous aident, Mhm. et c'est dans l'intérêt de chacun que ça se passe bien, parce que quand il y a un problème, le média peut être aussi force de proposition. Tout Et à là, fait. pour cette campagne-là, au final, ce qui s'était passé, c'est qu'ils nous avaient gratuitement, du coup, dirigés vers d'autres écrans dans chacune des villes qui étaient concernées. C'était parfois des écrans un peu moins premium ou un peu moins bien placés, mais ils nous avaient offert aussi, à la fin de le réquisitionnement du gouvernement, des écrans qui avaient été initialement prévus. Ils nous avaient offert quelques jours de campagne sur chacun de ces écrans-là pour Ok. que la marque soit quand même contente et puisse avoir vraiment leur emplacement idéal avec leur nouvelle campagne. Super. Voilà, donc ça, c'est une situation assez exceptionnelle qui nous est pas arrivée très souvent, mais Mhm. des petites choses comme ça, parfois, ça peut arriver. Super, parfait. On voit bien que là, il y a de la négociation qui s'est bien faite et du sentiment humain au centre dans le cadre de la gestion de la relation des fournisseurs. Félicitations pour ça, Emma. On a Merci. passé un très bon moment. Je te remercie une fois de plus pour ce partage de toutes ces informations. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver dans le cadre de la deuxième partie, notamment les entretiens. Comme je disais un peu plus tôt, on doit pouvoir faire participer d'autres acheteurs et échanger dans ce sens-là. Je vais te souhaiter un... Ah, finalement, on a le soleil qui arrive. Je vais te souhaiter un très bon samedi, un très bon week-end. Si tu as un dernier mot, on peut partager et on se donne de la force pour tous les challenges qui arriveront. Ok, bah merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était moi aussi un plaisir d'être là et de parler avec toi. Et puis bah écoute, bonne fin de week-end sous le soleil du coup apparemment. Et puis bah potentiellement à bientôt pour échanger autour de ce métier des achats qu'on aime tant. Super. Merci, Emma. Porte-toi bien et à très vite. Merci Gilles, au revoir. Au revoir.